Au sommaire de cette spéciale Burkina Faso, les portraits de Zéphirin Diabré et Ramou Ouedraogo, tous candidats en lice pour la présidentielle du 29 novembre. La Commission électorale nationale indépendante déploie des stands de communication dans les marchés pour sensibiliser les Burkinabés sur la manière de voter. Enfin, la guerre des affiches fait rage à Ouagadougou, et ceci dans un climat apaisé. Nous ferons le constat avec Claude Romba. Bienvenue à chacun et à tous dans cette spéciale édition consacrée aux élections couplées du 29 novembre au Burkina Faso. Ce plateau, ce sera avec des invités pour débattre de l'actualité liée aux élections. Mais avant tout ceci, l'actualité. La Commission électorale nationale indépendante CENI déploie ses stands de communication dans les marchés du pays. Objectif, se rapprocher davantage des populations pour les informer et les sensibiliser sur la manière dont elles doivent voter afin que leur voix compte. Une campagne de sensibilisation soutenue par l'ambassade des États-Unis. On écoute les précisions du directeur de la communication de la CENI et d'un animateur de la CENI. Ils sont au micro de Juste Donrissou et Claude Romba. Donc de procéder à l'ouverture officielle des stands de communication de la CENI que nous avons installés à Ouagadougou au niveau du marché central de Rodwoko. Et d'ici là, nous avons 2 sites à Ouagadougou et dans chaque chef-lieu de région, nous avons un stand sur les places de marché, un stand de communication. L'objectif, c'est d'apporter l'information électorale aux citoyens, aussi montrer comment il faut voter, montrer où ils doivent aller voter. Et toutes les informations relatives à la CENI, au processus électoral, arriver dans ces stands-là, le citoyen qui souhaiterait avoir des informations peut, en s'adressant aux animateurs, en tout cas avoir les informations nécessaires pour pouvoir accomplir son devoir citoyen. Nous sommes là pour sensibiliser la population et nous avons des spots de la musique parlant des élections et pour sensibiliser. Nous avons des affiches aussi, des affiches à la non-corruption pour montrer à la population que nous devrions prendre conscience nous-mêmes qui voulons que les élections se passent pacifiquement et de manière crédible. Nous pouvons vérifier les bureaux de vote à travers nos téléphones portables pour ceux qui ne connaissent pas leur bureau de vote. Et vu la nouvelle répartition aussi de la commune de Ouagadougou, donc nous pouvons orienter les gens à aller vers leur bureau de vote. Et ceux aussi qui ne savent pas voter, nous pouvons leur montrer comment il faut voter. Les personnes en situation de handicap, nous devons les prioriser. Par exemple, lorsque nous sommes dans un bureau de vote, si nous avons pris le rang, s'il y a une personne qui est en situation de handicap et qui est présent, nous devrons lui céder la place pour qu'il aille et rentre et voter. À 5 jours de la présidentielle du 29 novembre, la Commission électorale nationale indépendante CENI met les petits plats dans les grands pour que le scrutin se déroule dans de bonnes conditions. À cet effet, elle a tenu ce mardi matin une rencontre avec une délégation de l'Union européenne. On retrouve sur place notre envoyé spécial à Ouagadougou, Emmanuel Crépi. Ici, à Ouagadougou, la CENI est à pied d'œuvre pour que les élections, que ce soit présidentielles ou législatives, se déroulent dans de meilleures conditions et surtout pour que les résultats qui sortiront des urnes soient sécurisés et reflètent le choix des Burkinabés. Je voudrais vous rappeler que la Commission électorale nationale indépendante du Burkina Faso s'est donné un défi à relever depuis le début de ce processus électoral. C'est celui de proclamer les résultats provisoires dès le lendemain du vote. Et ce défi est aujourd'hui sur le point d'être relevé. Je le dis parce que lors d'une séance que la CENI a organisée ce matin à Ouagadougou, plus précisément à son quartier général à Ouaga 2000, avec des délégations de l'Union européenne et des missions d'observation nationales et internationales, elle a expliqué la procédure qui lui permettra d'atteindre son objectif. Et ce que nous retenons de cette séance, c'est que la transmission des résultats depuis les communes jusqu'au Centre national de compilation des résultats installés à Ouaga 2000, dans la capitale, se fera par satellite. Je vous explique, si vous me le permettez. En fait, la CENI a installé sur toute l'étendue du territoire burkinabé
368 centres communaux de compilation des résultats à raison d'un centre par commune. Et c'est vers ces centres que les fiches de dépouillement seront convoyées depuis les bureaux de vote. Le responsable du bureau de vote chargé de convoyer le résultat part du bureau de vote avec l'appui du résultat dans une enveloppe scellée et suivi de très près par un agent des forces de sécurité, rassurez-vous, qui n'est pas chargé de veiller sur sa personne, mais plutôt sur ses mouvements vis-à-vis de la fiche de résultat. Alors, toutes ces explications pour vous faire toucher du doigt combien de fois la CENI a pris des dispositions pour rendre le scrutin crédible et transparent afin que les résultats à l'arrivée reflètent véritablement le choix des Burkinabés. Mais je voudrais également ajouter que les résultats pourraient être connus en temps réel au fur et à mesure que les centres communaux de compilation de ces résultats vont les faire parvenir au QG de la CENI. Et il faut dire aussi qu'il y a un espace qui a été élaboré pour que la presse et aussi le public, c'est-à-dire la population, puisse suivre de très près ces résultats en temps réel. Je l'annonçais en titre, la campagne pour les élections couplées bat son plein au Burkina Faso avec la dernière ligne droite amorcée cette semaine. La capitale est aux couleurs des candidats et la guerre des affiches fait rage. Cependant, il faut constater que tout se déroule plutôt bien dans un climat apaisé. Claude Romba nous plonge à travers ce reportage dans cette guerre des affiches. La fièvre de la campagne monte progressivement à Ouagadougou pour cette dernière ligne droite avant les élections du 29 novembre prochain. Si l'ambiance n'a pas encore atteint son paroxysme, force est de constater qu'on assiste pour le moins à la guerre des affiches. Les grands panneaux de la ville sont à l'effigie des candidats. D'une manière générale, la campagne se déroule en bonne intelligence et sans animosité entre les militants. Les avis sont partagés, hein. Les avis sont partagés. Il y a d'autres qui veulent que MPP gagne, il y a d'autres qui veulent que l'UPC passe. Pour le moment, moi, ce que je vois personnellement, c'est les deux favoris. Pour le moment, ça va. Il n'y a pas d'incident majeur. Bon, on se côtoie mutuellement. Chacun cherche à convaincre ses électeurs. Bon, mais donc, moi, je trouve que ça va. Il n'y a pas de problème. Personnellement, moi, je suis du CDP. Mais voilà, quand on boit le thé ensemble, on cause, on partage chacun. C'est la guerre des idées, quoi. Cependant, il faut reconnaître que dans les quartiers, des posters de candidats sont arrachés au profit d'autres. C'est un peu du vandalisme politique. Beaucoup ne sont pas prêts à respecter les règles du jeu. On préfère effacer les autres pour être seul à paraître. C'est de la tricherie, mais des moyens sont déployés énormément pour mener ces opérations-là. Quelque part, on aurait appris que lorsqu'on rentrait on retourne à des sièges de parti avec des affiches arrachées, c'est payé par affiche. La commune de Ouagadougou, pour un souci d'équité entre les candidats, a réglementé l'affichage des messages du candidat dans la ville. Ainsi, des sites ont été répertoriés à cet effet. Les agents communaux procèdent également au désaffichage sur les lieux non indiqués. L'un des favoris de cette présidentielle est sans doute Zéphirin Diabré, le candidat de l'Union pour le progrès et le changement UPC, croit durant ses chances d'être élu au premier tour lors du scrutin de dimanche. Élément portrait. Formé à l'École supérieure de commerce de Bordeaux en France, Zéphirin Diabré a rejoint le Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, le parti de Blaise Compaoré. Il a occupé les fonctions de ministre du Commerce, de l'Industrie et des Mines entre 1992 et 1994, puis de l'Économie et des Finances entre 1994 et 1996, avant de prendre la présidence du Conseil économique et social de 1996 à 1997. Il a rejoint ensuite le programme des Nations Unies pour le développement à New York de 1999 à 2006, puis le siège du groupe français Areva, dont il sera le Monsieur Afrique de 2006 à 2011. En mars 2010, désireux de revenir en politique dans son pays, Zéphirin Diabré crée l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement.
2 ans plus tard, à l'issue des législatives et municipales de 2012, son parti apparaît comme la deuxième force politique du Faso, avec 19 députés et 1615 conseillers municipaux. Fort de l'ancrage local de l'UPC et de son image d'opposant engagé depuis plusieurs années contre le régime de Blaise Compaoré, Diabré le libéral, qui ne s'est encore jamais présenté à une présidentielle, pourrait bien atteindre son but dès son premier essai. Chef de file de l'opposition contre le projet de modification constitutionnelle en 2013 et en 2014, Zéphirin Diabré est aujourd'hui parmi les favoris pour s'installer au palais de Kossiam. Le candidat de l'UPC a fait de la lutte contre la corruption l'une des priorités de son programme. Un autre candidat à la présidentielle de dimanche, Ram Ouedraogo, fondateur du Rassemblement des écologistes du Burkina Faso, RDEB, fait partie des 14 candidats en lice. Nous vous proposons ici le portrait de l'homme. Né en Côte d'Ivoire en 1951 de parents burkinabés, le fondateur du parti écologiste du pays, l'Union des Verts du Burkina, Ram Ouedraogo, est arrivé au Faso en 1984, dans les premières années de la révolution sankariste. Candidat à l'élection présidentielle de 1991, il a dû se retirer de la course suite au mot d'ordre de boycott de l'opposition face au refus du pouvoir de convoquer une conférence nationale souveraine qui aurait pu contribuer à créer les conditions d'une véritable démocratie et parvenir à une réconciliation nationale véritable. Après la grave crise politique consécutive à l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, il a été ministre d'État pour la réconciliation nationale de 1999 à 2002. Arrivé deuxième sur 3 candidats à l'issue de la présidentielle de 1998 avec 6,6% des suffrages exprimés contre 87,52% pour Compaoré, Ram Ouedraogo a fondé le Rassemblement des écologistes du Burkina Faso en 2005, sous les couleurs duquel il s'est à nouveau présenté à la magistrature suprême, n'obtenant que 2,04% des suffrages, en 5e position sur 13 candidats. À nouveau candidat pour la présidentielle de 2015, le président des Verts promet s'attaquer immédiatement à la réduction de la pauvreté dès qu'il va accéder au pouvoir au soir du 11 octobre 2015. Son projet de société étant intitulé « Programme d'urgence RAM » doté d'un budget de 38,5 milliards de francs CFA. Il entend ainsi éradiquer la pauvreté et redonner la dignité aux Burkinabés. Ram Ouedraogo, qui se veut un président de paix et de non-violence pour un Burkina Faso nouveau, juste, prospère et solidaire, entend donc faire du Burkina une république humaine véritablement démocratique où l'homme est au centre des préoccupations. Maintenant démarre la seconde partie de ce spécial plateau. J'ai à mes côtés Kodjovi Ametonou, Kodjovi journaliste à la rédaction de Sika. Kodjovi, bienvenue. Bonsoir, Joël Estor. Je reçois aussi sur ce plateau Donklam Abalo, journaliste et directeur de la radio Soleil FM au Bénin. Donklam, bienvenue. Merci, bonsoir Johannes et bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup. Avec vous, nous allons nous intéresser aux forces et faiblesses des principaux candidats à la présidentielle du 29 novembre. Donc Lamabalo, selon vous, entre les 14 candidats, lesquels se dégagent? Bien, merci beaucoup pour cette question. Je voudrais d'abord commencer par me réjouir pour ce qui se passe au Burkina Faso. Ce n'était pas donné parce que lorsque vous suivez l'actualité, vous vous rendez compte que le Burkina Faso sort d'une crise. Et lorsqu'on sort d'une crise, on a des difficultés à se reconstruire. C'est donc un bonheur de remarquer qu'au Burkina Faso, les choses évoluent normalement. Vous allez également vous rendre compte qu'il y avait eu un combat au Burkina Faso, un combat qui voulait exclure les pro-Compaoré. Mais à l'arrivée, vous vous rendez compte que parmi les candidats justement qui sont en tête dans les sondages et même dans les intentions de vote, vous voyez qu'il y a des gens qui ont flirté avec le président Compaoré. Pour moi, c'est une première victoire. Une première victoire parce que l'exclusion n'a pas eu droit de cité dans ce pays-là. Alors, lorsque vous me demandez quels sont les candidats qui sont en tête de liste, vous savez très bien qu'il y a l'ancien chef de l'opposition, que je ne présente plus, Zéphirin Diabré, qui quand même est en pole position et qui défend très bien sa position. C'est très important pour le Burkina Faso. Ensuite, vous avez Roch Christian Kaboré, qui lui également
est en pole position et vraiment dans les sondages, dans les intentions de vote, il occupe une très belle position. Maintenant, vous avez celui qui, en 2005, avait été déjà candidat, en 2010 également contre Compaoré, l'avocat qui porte le nom de Sankara, et qui, entre-temps, avait disparu des radars, si je peux le dire ainsi, parce que après sa défaite en 2010, on ne l'a plus vraiment vu animer la vie politique au Burkina. Aujourd'hui, à la faveur de cette élection, il revient. Et pour moi, il est également à prendre en compte. Mais il est essentiel de remarquer que, contrairement en Côte d'Ivoire, moi j'ai la faiblesse de penser que Burkina Faso nous aurons bien au second tour. Oui. Un second tour entre qui et qui? Les Burkinabés vont décider vraiment de qui ils doivent choisir. Voilà, Kodjovia Metonou, parlons de Roch-Marc Christian Kaboré, écoutez, ancien mastodonte du pouvoir Compaoré, plusieurs fois ministre, super ministre, premier ministre. Il a quand même quitté la barque assez tôt. Avant que cela n'explose, il faut rappeler quand même qu'il a soutenu au départ ce projet de révision constitutionnelle avant de se rétracter et de quitter sa position. Il a perdu les avantages du pouvoir aujourd'hui. Est-ce que Roch-Marc Christian Kaboré est le leader naturel de cette opposition-là et a les armes pour prendre la succession de Blaise Compaoré? Oui, oui et non. Oui, parce que comme vous l'avez bien dit, c'est quelqu'un qui a côtoyé le pouvoir. Et quand je parle de pouvoir, ce n'est pas forcément Blaise Compaoré, mais le pouvoir au plus haut sommet. Oui. Premier ministre, ce n'est pas rien. Avant cela, il a été ministre de la République, ensuite Premier ministre et puis président de l'Assemblée nationale. Il ne faut pas oublier. Alors, quand c'est comme ça et que le monsieur a également la côte d'un certain socialisme qui aujourd'hui a le vent en poupe dans la région, vous n'êtes pas sans savoir que la Guinée, le Mali, tout comme également le Niger sont des pays socialistes et qui, d'une manière ou d'une autre, même dans l'ombre, poussent légèrement le monsieur. Alors, on peut commencer par croire qu'il a une certaine chance d'aller de l'avant. Alors, mais lorsqu'on revient, pour répondre maintenant à la question, non, lorsqu'on sent que ce monsieur a côtoyé pendant longtemps, comme vous l'avez su bien dire, Blaise Compaoré, il n'a quitté la barque qu'en 2014, au mois de janvier pour être plus précis, quand il a senti véritablement que le peuple n'adhère véritablement pas à la vision du président de la République de briguer un 5e mandat. Donc il est parti. Alors, si les Burkinabés s'en tiennent à cette réalité et estiment que ce monsieur qui a été Premier ministre de Blaise Compaoré, qui a été même le président de l'Assemblée où il y avait la majorité à l'Assemblée au niveau du CDP, alors ce serait donc lui confier alors une gestion continuelle de ce que l'autre a déjà entamé. Alors donc il a de faibles chances donc d'être considéré comme aujourd'hui le leader naturel de l'opposition, comme vous l'avez dit. Donc autant c'est possible, mais de la même manière, lorsqu'il hérite des retombées du pouvoir finissant, alors il a de faibles chances d'être considéré comme le leader de l'opposition. Merci Kodjovia Metonou. Parlons de Zéphirin Diabré, donc Lamabalo, il souffre du même mal que Roch-Marc Christian Kaboré, plusieurs fois ministre, président du Conseil économique et social burkinabé. Aujourd'hui, il a peut-être l'avantage qu'il a quitté un peu plus tôt le système. Il est parti aux Nations Unies, il est revenu, il a créé son parti aujourd'hui. Il s'affirme comme l'opposant naturel et celui qui tient, il a dit notamment qu'il préfère, qu'il est sûr et certain de l'emporter au premier tour. Vous savez, on peut souffrir d'un même mal, mais tout dépend du degré d'évolution de ce mal-là. Et en parlant de degré d'évolution, vous convenez avec moi que Zéphirin Diabré, très tôt, s'est présenté comme le chef de file de l'opposition. Lorsque vous constatez ou vous questionnez l'histoire et que vous voyez ce qui s'est passé au Burkina Faso, vous vous rendez compte qu'il était à l'avant-garde, il était, je dirais, au premier rang de ce qui s'est passé au Burkina Faso. Et il tenait même un discours frondeur, un discours qui a marché finalement. Donc aujourd'hui, moi je pense que même s'il a collaboré avec le président Blaise Compaoré à des niveaux de responsabilité, il a très tôt quitté la barque, il a très tôt conduit l'opposition, contrairement à Roch Christian Kaboré qui a été même président de l'Assemblée nationale. C'est là où je dis que lui, il a étroitement collaboré avec le président Blaise Compaoré. Mais il a compris le message du peuple et ça c'est une faculté, c'est très important pour un homme politique de savoir lire entre les lignes la volonté du peuple. Donc lui, il a vite compris et il a quitté le président Compaoré qu'il avait défendu. Dans tous les cas de figure, aujourd'hui, après 27 ans de gestion du pouvoir par Compaoré, ça va être difficile de trouver quelqu'un au Burkina Faso qui n'a pas vraiment pactisé avec le président Compaoré. Il s'agit de faire la rupture.
Vous avez suivi l'actualité lorsqu'on a accusé, je crois bien, Zéphirin Diabré d'être en connivence avec le parti de CDP, avec qui il aurait même déjà fait un accord de gouvernement. Il a tout fait de sortir et de dire non, c'est faux, parce que personne ne veut s'enquiquiner avec le CDP, tout ça là. Mais je pense que dans tous les cas de figure, il s'agit ici du Burkina Faso. Et les Burkinabés doivent aller au-delà de ces clivages-là, doivent aller au-delà de ces intérêts partisans pour penser le pays, pour penser le Burkina. C'est une grosse plaie que le Burkina a connue. Il va falloir bien sortir de ça. Il va falloir aller de l'avant. Et moi, c'est très plaisant pour moi de voir que au niveau de ce pays-là, on s'organise déjà pour déployer le matériel électoral. On s'organise déjà pour que quelques heures après l'élection, qu'on ait les premières grandes tendances. Pour moi, c'est une évolution. Et lorsqu'on fait ce débat-là, on se met au-dessus de la mêlée. On pense au pays, on pense au développement du pays, on pense aux fils et aux filles du pays. C'est le plus important pour moi. Connais mettons-nous rapidement Zéphirin Diabré, c'est quand même pas anodin, c'est la radio-télévision nationale qui a sorti l'information comme quoi il était de connivence avec le CDP. Il a tout fait d'aller en conférence de presse pour rejeter ces allégations-là, mais lui-même avait reconnu dans un entretien récemment qu'il ne refusait l'aval de personne. C'est comme Doclam le disait tout à l'heure, on a besoin d'une unité aujourd'hui pour reconstruire le Burkina Faso. Alors c'est un pays qui est aujourd'hui à la recherche de nouveaux repères pour pouvoir donc asseoir véritablement un processus démocratique. Donc si déjà un candidat à l'élection présidentielle n'opte pas pour la division, je crois que c'est déjà une stratégie qui va beaucoup peser dans cette élection. Et là, moi je le crois d'ailleurs suffisamment plus ou moins disposé à affronter Roch Marc Kaboré, puisque c'est quelqu'un qui a quand même des carnets d'adresse. Il a travaillé au Moyen-Orient, aux Nations Unies, et n'oubliez pas donc qu'il a été aussi ministre de l'économie et du commerce. Donc c'est un monsieur qui, non seulement il a côtoyé le pouvoir, mais qui a également ses propres carnets d'adresse qui peut faire valoir dès qu'il sera donc aux affaires. Alors moi je pense que ne pas répondre de l'héritage de Blaise Compaoré, c'est bien aussi de défendre ça, parce que personne ne voudra donc endosser cela parce que ça n'arrange pas. Alors on dit que la défaite a plusieurs, n'a que quelques auteurs, mais lorsque c'est une victoire, il y a plusieurs pareils. Alors aujourd'hui, le bilan de Blaise Compaoré, c'est vrai, ce n'est pas aussi mauvais que ça, mais puisque le monsieur n'est pas sorti par la grande porte, personne ne voudra donc endosser cette responsabilité. Voilà. Je crois que chacun est dans son rôle. Mais maintenant, on voit que Zéphirin Diabré est en passe de s'imposer déjà au premier tour, comme non. C'est comme Doclam l'a dit, déjà à l'entame, il y aura forcément un second tour. Maintenant, quelles alliances pourront être nouées pour porter qui au pouvoir? C'est ça le problème. Voilà. Parlons du troisième larron, on peut l'appeler ainsi, maître Stanislas Bénéwendé Sankara, candidat de l'UNIR-PS, l'Union pour la Renaissance Parti sankariste, un parti qui s'affirme des idéologies du président assassiné Thomas Sankara. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas annoncé cheval gagnant? Pourquoi est-ce qu'on le sent quand même un peu affaibli par rapport aux deux autres, alors que l'homme a quand même été droit dans ses bottes depuis un certain nombre d'années? Oui, mais vous convenez avec moi qu'après l'élection de 2010, il a disparu des radars. Comme je l'ai dit, lorsque vous perdez une élection, vous ne disparaissez pas, vous animez la vie politique. Et je crois que c'est à la faveur de l'affaire Sankara qu'on a exhumé, de l'affaire Sankara qu'on a ramené au devant de la scène, que notre jeune avocat a eu voix au chapitre et qu'il s'est donné la possibilité désormais de sortir et de dire des choses. Ça ne rate pas en politique. En politique, vous devez pouvoir être présent et défendre certains intérêts. Il ne l'a pas fait. C'est une faiblesse fondamentale. Alors, mais en dehors de ça, il faut voir que les autres étaient déjà avec Compaoré depuis. Donc, ils n'ont pas eu la chance, n'est-ce pas, de vouloir eux-mêmes briguer la magistrature suprême. Ça va être difficile pour M. Sankara, l'avocat Sankara, d'être vraiment parmi ceux qui seront les décideurs. Il peut arriver en position de faiseur du roi. Et là, c'est très important pour moi parce que cela s'entend au Burkina Faso. Vous allez forcément avoir un second tour, comme je l'avais dit et comme Kodjovi également l'a dit. Mais le second tour risque d'être entre qui? Christian Kaboré et Zéphirin Diabré. Et peut-être que Maître Sankara sera le troisième larron qui viendra départager. Voilà. Alors là, le problème va se poser de savoir qui il va soutenir. Et je crois que celui qu'il va soutenir pourrait, parce que là, nous sommes dans des analyses politiques, pourrait donc prendre le dessus. Et là, ce sont des jeux d'alliance, c'est des concessions, c'est des compromis, c'est même des compromissions quelquefois. Et donc, c'est la réalité politique. Mais je n'ai pas envie de faire un choix. C'est très subtil.
Mais je sens quelqu'un prendre le dessus sur l'autre, en tout cas. Oui, c'est évident. Quand je viens maintenant, nous, on sait les affinités que l'avocat Stanislas Sankara a avec certains autres candidats. On sait ceux qui ont été en première ligne de cette bataille pour la libération du Faso, entre griffes avec lui. Pourquoi est-ce que l'homme n'est pas au devant de la scène? Répondez à cette question d'abord. Non, mais vous savez, le peuple, c'est pas que la justice, c'est aussi le paix. Oui. Alors l'avocat, il a montré toute sa bonne foi, il est même l'avocat des causes perdues, oui. Il a toujours fait, il a défendu, il a toujours travaillé dans ce sulfureux dossier de l'assassinat de Thomas Sankara qui a refait surface tout à l'heure, comme vous l'avez déjà souligné, donc courant mars. Alors, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, donc le peuple a besoin de carnet d'adresse, comme je l'ai dit, celui qui peut aujourd'hui prendre les destinées et mettre donc la jeunesse au travail, et donner donc de l'emploi à tout le monde et travailler à ce qu'il y ait la cohésion sociale. Nous ne sommes pas aujourd'hui dans le processus de division, on veut plutôt unir tout le monde. Lorsque le candidat Zéphirine Diabré l'a dit, et je l'ai rappelé ici tout à l'heure, j'ai besoin de tout le monde et je n'exclus personne pour pouvoir aller donc de l'avant, c'est de ça qu'on a besoin. Alors de quelles adresses dispose notre avocat? C'est ça aussi le problème. Non, mais c'est vrai qu'il n'est pas à exclure. C'est vrai, il a déjà été au candidat aux élections. Il a fait 4%, après il a fait 6%. Ce n'est pas rien. C'est vrai que quelques franges de la population du Burkina Faso lui font confiance et continuent de le soutenir. Mais ça ne suffit pas. Le peuple a besoin du pain. Et donc le pain aujourd'hui, on l'a besoin quelque part. Moi, je pense plutôt qu'il va jouer vraiment au troisième larron. Donc ça va beaucoup peser. Et donc il sera donc en cette position-là et chercher donc à faire le roi. Et à partir de cet instant, se donner une certaine popularité et se relancer politiquement. Pour le moment, la bataille suffisamment est en train de lui échapper. Voilà. Si vous permettez justement, parlons justement des adresses. Moi je crois que ce n'est pas un déterminant fondamental parce que les meilleures adresses sont celles du pays, c'est-à-dire les gens avec lesquels vous pouvez développer votre pays. Si vous n'êtes pas encore président, le carnet d'adresses n'est pas forcément important. C'est vrai que ce carnet d'adresses a eu une petite importance, mais à partir du moment où vous passez l'étape de candidat à l'étape de président, mais les adresses viennent d'elles-mêmes. Elles sont là, tout le monde tape à la porte, tout le monde veut apporter sa pierre à l'édifice. Et donc, je crois que ce n'est pas le défaut de carnet d'adresse, n'est pas une faiblesse en tant que telle. Ça peut se corriger parce que on se fait des amitiés selon sa position sociale. Et ça, c'est clair. Donc, tous les présidents au monde peuvent vous le dire et vous le confirmer. Mais ce qui est certain, c'est quoi? C'est que la jeunesse au Burkina Faso soutient Maître Sankara. Il y a des couches qui sont défavorisées, qui soutiennent Maître Sankara. Il y a un combat qu'il est en train de mener sur la vérité sur l'assassinat de Sankara. C'est important pour la politique au Burkina Faso. Et je crois qu'à partir de cet instant-là, on ne peut pas négliger cette personnalité de la vie politique burkinabé. C'est une personnalité dont il faut tenir compte pour l'avenir. Voilà, je l'ai dit, je ne suis pas en tout cas tout à fait opposé à votre vision des choses, donc à Mabalo, mais ce que je dis c'est très simple. Vous savez très bien que jusque-là, la France-Afrique n'a pas cessé de jouer sur le continent africain. C'est ce que vous appeliez carnet d'adresse. Voilà, lorsque nous rentrons dans le socialisme, nous savons très bien ceux qui tournent aujourd'hui autour de Roch Marc Kaboré, par exemple. Vous savez très bien que son bras financier aujourd'hui, un conseil spécial d'un président de la République qui est dans les téléphonies et qui a obtenu un marché gré à gré de 37 milliards et qui aujourd'hui travaille avec lui, qui a créé également sa formation politique, le MPP avec lui. Alors donc, il n'est pas à exclure que ça va peser dans la balance. Voilà. Et ce qui a suivi des expressions, la globalisation, la mondialisation, des expressions ronflantes qui sont quand même d'actualité sur le continent. Voilà. Et c'est ce que j'appelle également le carnet d'adresse. Donc là, Mabalo, rapidement, Mariam Sankara, est-ce qu'elle a son mot à dire? Elle est rentrée de Paris pour venir supporter Maître Stanislas Menouédé Sankara. L'ombre de Sankara continue toujours à planer sur cette élection. L'ombre de Sankara continue à planer sur le Burkina Faso. Ce n'est pas que sur cette élection présidentielle. Et l'ombre de Sankara va planer longtemps encore. Tant qu'on n'aura pas la vérité sur les circonstances du décès de Thomas Sankara. Mais je dois vous dire une chose, Madame Sankara est un peu affaiblie. Elle a quelques soucis de santé, vous le savez très bien. Elle est restée longtemps en dehors du territoire burkinabé. Elle revient pour soutenir Maître Sankara. C'est le contraire qui nous aurait surpris. Même si Maître Sankara dit à qui veut l'entendre que lui ne joue pas sur le nom Sankara pour son élection, mais ça lui sert quelque part avec le soutien de Madame Sankara. Et ils vont faire quelque chose
ensemble, mais ils ne prendront pas le pouvoir au Burkina Faso. En tout cas, je ne suis pas Dieu, mais je pense qu'ils ne prendront pas le pouvoir. J'appelle ça même de l'hypocrisie, parce que comment il peut dire qu'il ne joue pas sur l'image de Sankara? En termes de sociologie de la communication, même de psychologie, dès qu'il a déjà l'image de Sankara derrière lui, il s'appelle Sankara. Il impacte forcément la population. Et mieux, il s'appelle Sankara, même s'il n'a pas de lien de sang avec le monsieur. Donc moi, je pense que, comme vous l'avez dit, l'ombre de Thomas Sankara va toujours planer sur le Burkina Faso et va forcément peser sur cette élection. C'est vrai que ça ne permettra pas à qui, à X ou à Y de gagner forcément les élections, mais ça va toujours aider à quelque chose, ne serait-ce que pour grappiller quelques voix. Messieurs, merci. Merci. Ce sera tout pour ce spécial plateau Burkina Faso. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles à Sika. L'information revient dans quelques instants.